Bonjour à tous, amis chouetteurs. Je me présente, mon pseudo est Jack Moon et je suis chouetteur depuis une quinzaine d'années. Avec cette vidéo, je souhaite partager mon approche de cette chasse au trésor mythique. Je vais vous livrer mes solutions bien sûr, mais surtout ma vision du jeu. Je vais commencer par féliciter l'inventeur, l'inventrice ou les inventeurs, quels qu'ils soient. Vous avez déterré l'oiseau, vous avez gagné, bravo. Au risque de vous faire fuir dès le départ, je dois vous dire que ma zone finale est fortement remise en cause par les révélations récentes de l'organisateur actuel Michel Becker. J'accepte pour autant totalement sa reprise en main du jeu. Je respecte l'homme et je respecte son approche, qui a amené un peu de réalisme à cette quête et l'a débarrassé de son héritage, sans doute trop lourd à porter, pour pouvoir enfin atteindre l'oiseau. Mais je dois reconnaître que certaines interventions sur Discord de Michel Becker m'ont dérangé par leur longueur et leur forme trop souvent improvisées. J'aurais préféré un cadre plus formel pour davantage de lisibilité, donc d'équité. Je ne suis jamais intervenu sur Discord, ni en vocal, ni par message. Je dois également avouer que mes solutions étaient déjà remises en cause par les madis de Max Valentin. Mais je m'étais convaincu assez tôt du brouillard autour de ceux-ci, et du personnage trouble caché derrière ces deux lettres M-V. Le piège des madis, dire mais surtout ne rien dire, ne conserver un sens que pour celui qui a les solutions sous les yeux, et perdre au passage tous ceux qui sont censés les trouver. Je partage en ce sens la vision de Michel Becker sur le personnage complexe et un peu perdu de Max Valentin, perdu dans un mythe qu'il a recherché, mais qui a fini par le perdre lui-même. Je pense cela depuis très longtemps. Alors me direz-vous, pourquoi faire une vidéo si je sais que mes solutions ne sont pas celles attendues? Eh bien, il y a un peu d'ego dans tout cela, il y a aussi la volonté de partager mon approche, ma méthode, que je considère encore aujourd'hui convaincante, même si, bien évidemment, l'interprétation et les choix que j'ai pu faire conduisent à une solution singulière. Mon approche ne pourrait être reconnue comme exacte qu'en présence de la chouette, et elle n'est pas là. Pour autant, je ne résiste pas à vous faire part de mes découvertes, sans doute dans l'espoir que certaines de celles-ci soient conformes à celles attendues. Je vais commencer cette vidéo par la fin. Après une analyse de départ qui me servira de postulat de travail, je vais vous présenter ma zone, vous dire où elle est, ce qu'elle est et comment elle s'est révélée à moi. Ma démarche est sincère et je vais vous dire exactement mes états d'esprit successifs au gré de mes découvertes. Le jeu a débuté en 1993, je l'ai commencé en 2010. J'ai obtenu ma zone assez rapidement au bout de quelques mois. La première étape de mon approche consistait à m'interroger sur l'architecture même du jeu, sa colonne vertébrale en quelque sorte. Comment a-t-il pu être conçu et construit? Tout d'abord, il était nécessaire d'envisager quelques hypothèses qui me paraissaient particulièrement convaincantes. En 2010, le jeu avait déjà 17 ans, ce qui veut dire que tout le travail qui avait déjà été réalisé depuis le départ n'avait pas permis de résoudre les 11 énigmes. Les conclusions pour moi étaient assez évidentes, il fallait un regard nouveau, vierge de tout ce qui s'était fait jusqu'alors, excepté bien entendu pour les décryptages basiques, quasi indiscutables, tels que le codage via le tableau périodique des éléments par exemple. Je me suis donc efforcé de ne rien consulter, ou du moins le moins possible, afin de tenter d'aller chercher un chemin personnel. Après tout, si personne n'a trouvé jusqu'ici, qui peut invalider telle ou telle idée? Donc j'ai évité les forums tant que j'avançais dans le jeu, et je les fuyais à la lecture de solutions que je trouvais incompatibles avec mon style pour tenter de conserver ma singularité. J'étais absolument persuadé que l'inventeur aurait une approche très personnelle et totalement assumée. Je me suis même convaincu que le travail en groupe serait ici contre-productif, le résultat de mon point de vue ne devant pas être moyenné, nivelé, mais assumé jusqu'au bout. Si le collectif est très porteur dans l'extrême majorité des cas, le résultat peut être aussi bridé par cette vision collective qui pourrait chasser une idée trop singulière pour convaincre la majorité. Il m'est paru évident de dresser un postulat très important pour moi. La solution, les solutions, ne sont pas celles qu'on attend,
car sinon la chouette aurait été trouvée depuis longtemps. Celui qui aura la bonne zone ne parviendra pas à convaincre tant que la chouette ne sera pas là. En clair, le bon raisonnement va déranger et ne sera pas suffisant pour convaincre par lui-même. Concernant l'architecture du jeu, je me positionne là en dehors de tout Madi et de tout Midi, si je puis dire, puisque ma zone date de bien avant l'intervention de Michel Becker. J'ai imaginé une structure simple à comprendre et surtout simple à concevoir pour le créateur du jeu. Le support de travail est annoncé assez clairement, une carte routière de France Michelin au 1 millionième. Il y a 11 énigmes. Je ne parle pas encore de fin de jeu, de 12e, de super solution ou de déclic. J'ai considéré que chaque énigme allait donner un point solution, voire 2 points solution, c'est-à-dire des droites. Je me suis dit que pour dissimuler la zone le plus longtemps possible aux chercheurs, il convenait de devoir aller tout au bout du jeu pour pouvoir l'identifier. Le plus simplement du monde, j'ai pensé que l'énigme numéro 9 allait donner un axe final, que la 10 donnerait un deuxième axe final, et que la 11 définirait le dernier axe final qui ferait donc apparaître une surface, c'est-à-dire un triangle. En effet, si on raisonne par points successifs et donc par droites successives, la façon la plus simple et habile de faire apparaître une surface nécessite 3 droites, pas davantage. Ainsi, si toutes les énigmes antérieures à la 9e sont nécessaires à celle-ci, c'est-à-dire nécessaires à sa résolution, si elles sont partie prenante directement ou indirectement pour obtenir cet axe, que je vais appeler axe 9, alors le jeu serait déjà bien protégé, bien verrouillé jusqu'à la 9. En bref, une énigme de fausse, un résultat erroné, et l'axe 9 n'est plus celui qu'il devrait être, donc la zone finale nous échappe. Ensuite, si l'axe 10 de l'énigme 10, qui aurait donc 2 solutions pour définir elle aussi une droite, si cette énigme dépend de la bonne résolution de l'énigme 9, je ne parle pas du tracé de la 9, mais de ce qu'elle révèle, alors le jeu serait protégé jusqu'à l'énigme 10. On aurait alors obtenu à ce stade un croisement de 2 droites qui serait pour autant encore insuffisant à définir la zone, mais surtout insuffisant pour nous convaincre. En effet, 2 droites non parallèles sont forcément séquentes en un point quelque part. L'énigme 11, dont la résolution dépendrait sur le même principe de la bonne résolution de la 10, là encore sans parler du tracé de la 10, mais de ce qu'elle nous a fait découvrir, ferait enfin apparaître la zone finale en révélant un petit triangle que j'imaginais symétrique, isocèle, équilatéral ou encore à base horizontale. La zone est la zone, elle doit amener aussi une part d'esthétisme sur cette toute fin de jeu. Sur cette hypothèse, tout serait en place et protégé. En clair, si il me manque une énigme avant la 9, je ne peux pas résoudre cette dernière. Donc, je ne peux pas résoudre la 10, et donc pas la 11. Je suis obligé d'aller au bout sans commettre d'impair. Mieux encore, je ne pourrai dès lors prendre de raccourcis, si tant est que j'ai pu imaginer cette architecture, et donc chercher à ne résoudre que la 9, la 10 et la 11, ou encore seulement 2 d'entre elles pour m'approcher au mieux du triangle final. Ma fin de jeu s'est révélée encore plus convaincante. Je ne parle pour le moment que de géométrie. L'architecture que j'ai imaginée s'est traduite physiquement lors de ma résolution. Tout s'est passé exactement comme cela, et bien plus encore. L'axe final lié à la 11e énigme a rejoint très exactement mon croisement de droite obtenu par l'axe 9 et l'axe 10, sans jamais que je cherche à faire converger quoi que ce soit. C'est vraiment ce qui s'est passé. La meilleure preuve de cette expérience est que le point parfaitement défini par le croisement de ces 3 droites m'a dérangé. En effet, je voulais faire apparaître un triangle, une surface,
une zone clairement délimitée sur cette carte Michelin. Il m'a fallu un peu de temps et de recul pour réaliser à quel point le résultat était encore plus convaincant. Quoi de plus improbable que d'obtenir trois droites qui se croisent esthétiquement, c'est-à-dire un croisement propre graphiquement, en un point précis. C'est mathématiquement quasi improbable sur une carte papier d'environ 1 mètre sur 1 mètre d'avoir trois axes qui se croisent sur le même point. Mieux encore, ce croisement, ce point, révèle une route, une départementale pour être exact. La départementale D8, proche de la commune de Saint-Just-Saint-Rambert, dans le département 42. Tout m'est apparu alors vraiment convaincant. Le support de travail, cette carte routière, était imposée rapidement via une IS assez simple à résoudre. Max Valentin nous aurait donc fait deviner en toute fin de jeu une route, bien sûr. Voilà pourquoi la zone n'a pas de limite précise et n'a pas de limite claire. Qu'importe, la chouette serait proche de cette route et le dernier raisonnement à avoir serait de construire le cheminement de cette route vers le spot final. Ce fonctionnement présente de très nombreux avantages et reste très logique, tant pour le créateur du jeu que pour la cohérence de la résolution. Max Valentin aurait décidé d'enterrer l'oiseau à proximité de cette route, il aurait construit son jeu bien évidemment à l'envers, de ce point précis sur la carte Michelin, il imaginerait les trois axes qui permettent de le révéler. Rien d'impossible, même pour un non-expert en chasse au trésor. De plus, ceci présente d'autres avantages. Le chercheur atteint un niveau de conviction pour sa zone, de par ce recoupement de trois droites, mais aussi et surtout, il ne risque pas de faire d'imprécision en reportant cette trouvaille sur une carte plus précise. En effet, cette route départementale figure également sur une carte aussi précise soit-elle. Il y a un rapport d'échelle de 40 entre une carte au million et une carte au 25 000 de type carte bleue IGN. Donc, 2 mm d'imprécision sur la carte Michelin lors du report sur la carte précise entraînerait 80 mm d'imprécision. C'est déjà beaucoup, même si on ne parle encore que de zone. D'où l'intérêt de cibler quelque chose qui figure sur les deux cartes. Cette architecture de jeu me semblait très rigoureuse et très précise. Enfin, lorsque je vais prendre connaissance du nom de cette route, je vais encore me convaincre davantage que c'est bien le résultat final attendu. Cette route départementale s'appelle la route du chasseur. Quand on fait une chasse au trésor, qu'à la fin de son jeu, on obtient trois droites qui se croisent parfaitement sur une route qui porte le nom de route du chasseur, on est forcément convaincu. Alors oui, je sais, ceci ne marche pas avec les révélations de Michel Becker qui indiquent que la zone s'obtient en fin de 9 et que le jeu se construit autour d'une architecture de type 9+2, les deux dernières énigmes révélant la position précise finale de la chouette d'or. Lorsque j'ai appris cela, bien évidemment, ma certitude, mes convictions se sont effondrées et je n'ai depuis jamais pu vraiment me remotiver pour tenter de résoudre la toute fin de jeu, puisque celle-ci ne serait pas associée à la bonne zone finale. De prochaines vidéos vont suivre avec là aussi des niveaux de recoupement pertinents. Les sentinelles, bien sûr, à exactement 8000 mesures, très exactement 8000 mesures, et dont je vais découvrir là aussi bien plus tard que leur nom officiel, je parle bien de leur identité, est sentinelle. Une spirale à 4 centres qui ne nous invite pas à autre chose qu'à poursuivre
sans se laisser endormir par la fausse complexité qu'elle porte. Une nef encalminée, venant de nulle part, dont rien dans le jeu ne nous permet de remonter la piste, et qui ne sera donc rien d'autre que l'anagramme exact de notre précédente solution. Une mesure bien plus simple qu'il y paraît. Une flèche qui se pose très exactement à la distance annoncée au millimètre près par la fraction de vitesse de lumière. Une lumière qui symbolisera la lumière associée au trésor final en désignant précisément le massif d'or où le mont Thou, Thou, culmine, coiffé d'un radar militaire. J'espère que vous apprécierez le style et la forme de cette vidéo et que vous saurez pardonner certaines de mes convictions encore vivantes aujourd'hui. J'assume tout cela, j'assume ce chemin, même si je sais qu'il est incompatible avec la lecture des solutions de Michel Becker. Je ne remets rien en question, le gagnant est le gagnant. Je souhaite simplement montrer à quel point ce jeu ultra permissif permet de construire son approche en fonction de sa méthode de pensée et de raisonner. Tel un miroir dont le reflet nous renverrait l'image que notre esprit construit au gré de nos gesticulations mentales. À très bientôt, c'était Jack Moon.